rappelle, hein, l'EUR, dans ses valeurs, il y a l'interdisciplinarité, voire la transdisciplinarité, mais en les ancrant sur des expertises qui sont disciplinaires, et notamment disciplinaires fortes et reconnues, donc notamment sur des résultats de recherche. C'est également l'international, pour avoir une ouverture, une hybridation des savoirs et des visions qui s'opèrent dans des contextes qui peuvent être différents et qui peuvent questionner nos propres contextes. Et puis aussi parce qu'on cherche à attirer des étudiants assez multiples, et donc aussi des étudiants, alors non seulement des ingénieurs et des masters, mais aussi des gens qui viennent de l'étranger et qui ont ces visions un petit peu différentes. Et puis également avoir des relations très, très étroites avec le monde opérationnel, je ne vais pas dire professionnel, parce qu'on est aussi professionnel dans l'académie. Donc avoir ces visions effectivement sur des problématiques, sur des enjeux de demain et sur des enjeux également très pragmatiques. Donc de manière à former des étudiants et des étudiantes qui ont des visions innovantes, prospectives, critiques. Voilà. Donc c'est un petit peu l'objet des formations qu'on veut développer. Alors, on s'appuie pour ces formations, donc on était assez organisé dans le domaine de la recherche, hein, avec les réseaux, ce qu'a rappelé ce matin Christophe Douady. Et on l'était beaucoup moins sur tout ce qui était de la formation, alors qu'on est pour la plupart des enseignants-chercheurs, ou en tout cas on fait aussi de la formation même quand on est chercheur. Et donc l'idée de l'EUR, c'était justement de structurer ou de s'appuyer sur les formations existantes dans lesquelles on intervenait, pour essayer de promouvoir les valeurs, les spécificités que je viens de rappeler précédemment. Donc on s'appuie sur une douzaine de masters existants. Donc en plus, il y a des parcours, donc il y en a 12 qui sont figurés ici, mais il y a en plus des parcours différents dans chaque master. Et puis de prendre en gros l'existant, la formation qui peut se produire dans différents domaines pour alimenter l'offre de formation dans le H2O. Alors dans les masters, il y en a un certain nombre, je ne vais peut-être pas tous vous les lister, mais il y en a certains qui sont très disciplinaires. Hein. Si je prends par exemple, très disciplinaires, qui sont disciplinaires, master droit public, la géomatique, la microbio, le master d'analyse et contrôle de chimie, par exemple. Et puis il y en a certains autres qui sont plus transversaux, les sciences de l'eau, master de risque environnement, ou certains qui sont à des échelles différentes. Hein. Je pense par exemple au master sciences de l'océan, atmosphère et du climat. On a des masters et des écoles d'ingénieurs, avec des départements qui sont différents et qui sont pour la plupart plutôt liés sur l'acte de construire et l'acte d'aménager, hein, avec des départements de l'INSA et de l'ENTPE. Donc on a finalement une belle diversité quand même sous la main de formations existantes dans lesquelles on peut aller taper sur un certain nombre de choses. Pour ce qui est de la formation doctorale, on est aussi en lien et on s'appuie aussi pour l'instant sur un certain nombre d'écoles doctorales qui opèrent dans le domaine de l'eau. Hein. Donc des écoles doctorales de microbiologie, de chimie, de sciences sociales, d'ingénierie et d'ingénierie de la santé. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu le panorama et c'est ce sur quoi on va s'appuyer pour construire un petit peu autre chose. Alors, dans les offres de formation, la première offre, c'est un label H2O au niveau master. Donc, vous voyez que chacun des masters peut proposer à ses étudiants d'avoir une coloration dans le domaine de l'eau. Parce qu'un certain nombre de masters ne sont pas spécifiquement liés au domaine de l'eau. Hein. Le droit public, ce n'est pas le droit de l'eau. Hein. Donc, l'idée, c'était de dire peut-être qu'avec certains compléments, on peut donner une coloration et certifier de compétences dans le domaine de l'eau. Ça, c'est le label H2O. Donc, on fait un master, et puis on certifie par un certain nombre de choses dont je vais vous parler après, on certifie qu'on a des compétences dans le domaine de l'eau. Donc, l'idée pour l'étudiant, c'est de favoriser un partenariat scientifique et technique avec notamment les professionnels de l'eau, les opérationnels de l'eau, découvrir le fonctionnement des laboratoires aussi, hein, donc connaître un petit peu les deux, et recherche et monde opérationnel et praticien, accéder à des réseaux internationaux, hein, notamment via les chercheurs, mais pas que,
et puis avoir une ouverture à la transdisciplinarité sur un sujet donné qui est la gestion de l'eau et des hydrosystèmes, les sciences de l'eau et des hydrosystèmes. Alors, c'est ouvert à qui ? C'est ouvert à tous les gens qui sont en master. Donc, les gens ont 2 ans, en gros, pour valider ce label. Donc, ça s'adresse au M1, M2 de tous les masters que vous avez pu voir, ou les 4e et 5e années des cursus en école d'ingénieur. Alors, ce qu'on va leur demander pour certifier, pour attester des compétences dans le domaine de l'eau, eh bien, on va leur demander de participer à un format collectif dans le domaine de l'eau, donc par exemple une école d'été, par exemple des conférences, etc. On va lui demander également de valider des compétences à l'international, de préférence avec des cours dans le domaine de l'eau, évidemment, de 3 à 6 mois. Une validation d'un ou plusieurs cours pour 6 ECTS, pour ceux qui sont aguerris de ce genre de choses, qui sont les crédits européens que les étudiants obtiennent et qui vont favoriser et qui vont montrer une certaine interdisciplinarité. Donc en gros, on leur demandera d'aller prendre des cours qui ne sont pas forcément dans le cœur de leur formation. Voilà. Un hydrologue, on peut aller lui demander d'aller faire un cours en biologie, voilà. Etc. Je ne vais pas tous les faire parce que la combinatoire serait quand même assez importante. On va leur demander une production en anglais, donc un mémoire, une publication, une communication dans un congrès, dans une école d'été, voilà. Une participation à un projet qui va marquer l'une des spécificités d'H2O, donc soit l'aspect international et interdisciplinaire, ou bien interdisciplinaire et en lien avec le monde non académique. Voilà. Donc avoir au moins 2 de ces caractéristiques dans un projet qui va pouvoir proposer et mettre en œuvre. Et on lui demandera accessoirement un certificat en anglais pour B2. Voilà. Alors, ce qui peut obtenir en plus des compétences, donc pour mettre dans son CV, avoir des compétences complémentaires dans le domaine de l'eau, notamment s'il veut travailler dans le domaine, eh bien, ce qu'on lui offre aussi, eh bien, c'est un soutien. Donc un soutien pour financer l'inscription dans des écoles d'été, des conférences, des choses comme ça, éventuellement des gratifications de stage, des gratifications dans le cadre de la mobilité, pour les aider à la mobilité, et l'inscription à l'examen du niveau d'anglais si besoin était, si leur master ne leur offre pas déjà cette opportunité. Voilà, donc ça en gros c'est une coloration supplémentaire, complémentaire, pour attester des compétences dans le domaine des sciences de l'eau et des hydrosystèmes. Deuxième offre qu'on propose, qui est encore en cours de montage, donc tout ça n'est pas encore complètement stabilisé, c'est quelque chose, c'est un dossier qu'on va déposer en 2021, c'est un master international H2O. Donc là, vous voyez qu'il y a une barre un petit peu transversale, donc l'idée, c'est d'introduire beaucoup plus de transversalité entre l'ensemble de ces masters et des spécificités de ces masters. Donc l'objectif est de former de futurs diplômés capables de répondre aux défis complexes et donc il va devoir mettre en œuvre ou articuler en tout cas différents savoirs dans différentes disciplines. Et c'est de bénéficier d'une formation qui est intégrée et de haut niveau, donc intégrée au sens interdisciplinaire dans les domaines des sciences de l'eau et des hydrosystèmes évidemment, et qui s'appuie sur des problématiques et sur le monde socio-économique et sur les réseaux internationaux des membres de H2O. Alors le principe, c'est toujours pareil, on va essayer de promouvoir l'interdisciplinarité, les relations avec les praticiens, mais là de manière beaucoup plus structurée, je dirais. On ne va pas leur demander d'aller juste faire un petit cours à côté de leur spécificité. On va, vous allez voir, travailler un peu plus l'interdisciplinarité. Et puis l'idée, c'est de les former par la recherche, donc de commencer tout au long du parcours à les mettre en lien, à travailler sur des projets en lien avec les laboratoires d'H2O et les praticiens d'H2O, et pour éventuellement s'inscrire dans un programme sur 5 ans, et donc envisager très tôt d'intégrer une thèse. Alors je mets 6 affinités, parce qu'évidemment, ce n'est pas une obligation, mais c'est quand même l'esprit. Formation par la recherche, et éventuellement pour faire une thèse.
Donc ça se passerait comment pratiquement cette affaire? Parce que vous savez que les emplois du temps entre les différents masters, on peut pas c'est très très compliqué, et puis ce ne serait pas forcément souhaitable. On l'a bâti de la manière suivante. On a dit les gens qui rentrent en M1 ou en 5e année d'ingénieur, enfin en 4e année d'ingénieur, peu importe, ils suivent leur formation. Ils suivent leur formation et au cours de cette formation, ils peuvent faire une mobilité. Ils vont avoir des modules, il faut qu'ils aient des modules quand même en lien avec H2O. Donc ça veut dire que s'ils font du droit, par exemple, il faut qu'ils aient quelque part regardé ou choisi des modules qui sont en lien avec l'environnement, l'eau, etc. Et puis, on leur demandera de participer à une structuration interdisciplinaire, donc par exemple une école d'été, etc. Ça, c'est sur leur master. Donc en gros, ils font leur master 1 presque normalement. Ils choisissent quand même des choses en lien avec l'eau. Et ils commencent à être accueillis dans un laboratoire sur des projets qui vont être menés sur la distance, sur le M2. En M2, là, ils vont être... Oh, pardon, hop, je reviens. Donc en M2, là, on va avoir plutôt un M2 qui va être construit sur un travail interdisciplinaire. Donc là, on va leur donner des méthodes de travail interdisciplinaire. Comment est-ce qu'on prend des problèmes de manière systémique, holistique? Comment est-ce qu'on enrichit des réseaux de connaissances, etc., avec des mises en pratique, des ateliers tutorés qui seront proposés par les partenaires académiques comme les partenaires non académiques, éventuellement sur des ateliers communs. Voilà. Et puis au deuxième semestre, ils auront un gros projet, en gros, un gros projet de stage d'envergure sur lesquels chaque étudiant de M2 là, va travailler sur une facette particulière, sur un problème plus général. Donc en gros, ils vont travailler ensemble sur la même problématique, mais pas forcément avec les mêmes visions, chacun avec sa spécificité dans laquelle il doit être bon, malgré tout. Voilà. Donc ça, c'est... Alors après le soutien de l'EUR, ça va être exactement pareil que pour le label en termes de soutien pratique. Il y aura des soutiens à la mobilité, des soutiens aux stages de master, voilà. Et il y aura la possibilité de déclencher déjà des velléités à vouloir faire une thèse et à trouver des financements, et on pourra financer via l'EUR les étudiants qui le souhaiteront et qui auront construit un projet bien structuré. Voilà. Alors pourquoi faire? Pourquoi faire? On voit bien, c'est qu'ils vont venir chercher une expérience, une expertise scientifique renforcée, des opportunités de recrutement dans le domaine qui les intéresse, puisqu'ils ont fait ce master, et puis des coopérations aussi avec l'étranger, donc profiter du réseau, aussi bien de praticiens que des réseaux internationaux qu'offre H2O. Voilà. Alors la troisième offre, c'est une offre également de label de thèse H2O Lyon. Alors ce que ça implique, donc là c'est pareil, vous faites une thèse, alors soit une thèse H2O financée par H2O, ou soit une thèse faite dans un des laboratoires émergents à l'EUR, et puis vous voulez avoir une reconnaissance de l'excellence de votre travail, donc vous allez demander un label H2O. Pour ça, il va falloir que vous ayez soutenu votre thèse, ça c'est la première chose. Il faut que votre directeur de thèse soit membre de la communauté H2O. Il faut que ce soit en lien, évidemment, avec les 5 thématiques. Bon, ça, c'est un peu des lapalissades, mais c'est bien de le répéter, des 5 focus qu'a présenté ce matin Christophe. Et il faut qu'il y ait une ouverture sur de l'interdisciplinaire, sur plusieurs disciplines, et ou en lien, ça peut être c'est encore mieux, et ou en lien avec la sphère opérationnelle. Donc il faut attester d'une valorisation internationale, donc il faut que vous ayez un dossier de publication, des collaborations, et des vraies collaborations, pas des choses que vous mettez sur le papier, des implications avec une équipe de recherche à l'international, enfin voilà. Il faut que vous ayez également une implication dans la communauté H2O, il va falloir donner un petit peu aussi. Donc participer aux conférences, participer aux actions H2O, participer aux formations H2O, aux écoles d'été, etc. Et avoir un bon niveau d'anglais tout simplement pour garantir que vous êtes capable
d'enseigner à l'étranger en anglais et travailler en recherche en anglais, puisque c'est quand même la langue de la recherche, j'allais dire malheureusement, mais c'est voilà. Alors, dans le cadre de ce label, cette année, on a labellisé trois thèses. Ah oui, pardon. Alors, il y a une personne qui est... je le dirai tout à l'heure. On va remettre tout à fait officiellement le certificat d'excellence à l'une des thèses. Donc, on a sélectionné, en gros, on a labellisé trois thèses. La thèse d'Emmanuel Guillem, sur une thèse qui porte sur le développement d'un nouveau paléothermomètre par spectroscopie Brillouin sur inclusion fluide de halite et application au dernier interglaciaire, je lis, en mer morte. Alors c'est une traduction un peu libre du titre qui était en anglais. J'espère que je ne me suis pas trop trompée. Alors ça paraît effectivement très ésotérique tout ça, mais en fait, vous avez vu sans doute le poster qui est là, mais c'est en tout cas une thèse qui développe des outils extrêmement puissants et originaux sur la datation en fait à partir de cristaux et de ces inclusions là de halite, qui permet la datation des températures et des régimes hydrologiques pluviométriques, j'imagine, dans des aires très reculées, donc du type interglaciaire qu'il y a 130 000 ans et quelques. Voilà. Donc cette thèse, elle a été labellisée parce que pour son haut niveau théorique et original, pour sa pluridisciplinarité, car c'est une thèse qui a été faite entre l'ILM, donc l'Institut Lumière-Matière, et le laboratoire de géologie de Lyon. Et c'est une thèse qui a également participé à des écoles d'été tout au long de sa thèse. La deuxième, c'est la thèse de Rémi Loire, qui a travaillé sur les lâchers morphogènes de définition, expérimentation, protocole opérationnel de mise en œuvre, qui a été soutenue en septembre 2019. Donc c'est une thèse qui a été faite dans le laboratoire EVS, Environnement, Ville et Société. Alors c'est une thèse qui a été labellisée parce qu'on l'a jugée assez innovante et très en lien justement avec les pratiques opérationnelles, puisque ça a conduit à proposer un guide qui est publié par l'OFB maintenant, par l'Office français pour la biodiversité. Et c'est une thèse également qui a bénéficié d'une collaboration avec l'université de Berkeley. La troisième, et c'est celle qui va recevoir le certificat en main propre, parce que les autres sont à distance, ils ne perdent rien pour attendre, ils auront bien leur certificat d'excellence aussi. Et donc la dernière, c'est la thèse de Hossein Ghafarian-Ro-Parva, qui est également présenté un poster, qui a fait une thèse au LMFA en collaboration avec EVS sur l'étude de la dynamique des bois flottants. Alors pareil, c'est une traduction toute personnelle du titre de la thèse, donc j'espère que je ne l'ai pas trop travesti, mais je pense que non quand même. Dynamique des bois flottants sur les rivières pour l'estimation des risques, et notamment des risques d'inondation. Donc tout ce qui constitue des embâcles, notamment tout au long qui sont transportés par les cours d'eau et qui peuvent créer des inondations. Voilà. Alors, cette thèse, eh bien, elle était interdisciplinaire, parce qu'elle a été également co-encadrée par deux laboratoires. L'utilisation également d'un large spectre de méthodes expérimentales. Et c'est une thèse qui a également bénéficié d'une collaboration avec deux universités, l'université de Waterloo au Canada et de Genève en Suisse. Voilà. Alors je vais remettre très officiellement le certificat à M. Hossein Ghafarian-Ro-Parva. Donc s'il n'est pas parti, on va lui remettre et l'applaudir. Je ne serre pas la main, mais le cœur il est. Désolée, voilà, comme ça. Voilà. Bon, merci. Merci. Ah oui, photo.